On va passer maintenant à la deuxième table ronde. Je vous remercie vraiment et très sincèrement de votre participation à tous, Myriam, Antoine, Jean-Christophe, Pierre-Louis et David. Et on va passer sur un autre échelon. Après l'échelon de la santé numérique, on va passer sur l'échelon de l'urbanisme, la ville. Quand on sait combien les déterminants de santé, en particulier ceux qui ne sont pas forcément considérés par les professionnels de santé comme étant tout à fait, on va dire, euh, tout à fait déterminants. Mais l'impact du logement, l'impact de l'urbanisation, l'impact de la qualité de l'air ou de la qualité de l'eau dans une cité, ça fait partie des choses qui sont tout à fait essentielles. Et autour de cette table, j'ai donc le plaisir de recevoir Alban Narbonne, qui est chargé de mission santé et environnement d'Ecopolis, Alexandra Fourcade, qui est la vice-présidente d'Élus, Santé publique et territoire, Margot Belair, qui est adjointe à l'urbanisme de la ville de Grenoble, Émeline Flinois, qui est directrice du pôle investissement logistique et développement durable et du pôle ressources humaines de l'Agence nationale d'appui à la performance, l'ANAP, et Gérard Huet, qui est président de l'Union des architectes francophones pour la santé. Voilà. On va commencer tout de suite avec Alban. Pourquoi les acteurs de la fabrique de la ville s'intéressent à la santé maintenant? On avait l'impression que la ville, ça poussait un peu n'importe comment. Et qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une prise de conscience que non, une ville, ça doit être quelque chose qui va se gérer. Il doit y avoir une biodiversité à l'intérieur. Et quand je dis biodiversité, c'est pas simplement avoir des éperviers ou des abeilles dans les cités HLM ou sur les toits de l'Opéra de Paris, mais c'est une biodiversité d'humains, de communautés diverses qui doivent travailler ensemble. Et voilà, comment vous voyez les choses chez Ecopolis par rapport à cette ville qui est responsable de beaucoup de biens et de beaucoup de maux également. Bonjour à toutes et tous, hein, merci de l'invitation. Les abeilles, on pourra en reparler justement à Paris. Il faut peut-être arrêter justement les abeilles parce que Apis mellifera a tendance à piquer les habitats des autres abeilles sauvages, mais bon, c'est un autre sujet. Donc je disais, merci beaucoup pour cette invitation à témoigner à ce colloque aujourd'hui. Peut-être juste dire deux mots sur Ecopolis pour clarifier d'où je parle avant de répondre à votre question. Donc Ecopolis, on est une association, on est un centre de ressources pour l'aménagement et la construction durable en Île-de-France. Donc on a plusieurs missions, l'information, la formation, la mise en réseau et l'accompagnement des professionnels dans le changement de pratique, avec bien sûr l'ambition d'amener ces professionnels vers des pratiques plus durables de fabrique de la ville. Et c'est donc pour ça qu'on s'intéresse aussi tout particulièrement à cette question du croisement entre les enjeux de santé et les enjeux d'aménagement et de planification du territoire. Vous le disiez, pourquoi est-ce que les urbanistes s'intéressent à la ville? C'est assez marrant aussi, on peut peut-être faire ce rappel en deux mots, dire qu'à la base, dans les approches de l'urbanisme, à l'époque par exemple du baron Haussmann et tout ce qui était ces approches-là, on avait déjà cette vision sanitaire, on va dire, de l'aménagement et de la construction des villes, qui s'est un peu perdue, vous avez raison de le dire, qui s'est un peu perdue entre-temps, mais c'est vrai que depuis, on va dire, une dizaine d'années en France, ces questions reviennent. On le sait notamment grâce aux nombreux travaux qu'il y a eu en santé environnementale, hein. L'état de santé d'un individu dépend au moins pour moitié de son environnement. Ça dépend des travaux, mais on est au moins à 50% des déterminants de santé qui sont impactés par l'environnement et le cadre de vie. Donc ça peut être l'exposition à des pollutions, des nuisances, à l'îlot de chaleur urbain, qui est un phénomène assez important en Île-de-France et sur Paris, l'accès à des aménités tels que les espaces verts, des espaces qui permettent de pratiquer les mobilités actives ou d'avoir une activité physique. Ça peut être aussi l'accès tout simplement à l'offre de soins, évidemment, hein, et tous les enjeux d'accessibilité qui sont liés. C'est autant de déterminants en fait, qui ont un impact sur la santé des populations. On sait aussi, en tout cas à l'échelle de l'Île-de-France, que malgré un bon état de santé global, il y a de très fortes inégalités, c'est-à-dire que les personnes les plus précaires sont souvent les plus exposées et aussi les plus vulnérables. Avec la notion de One Health, ça vient encore un peu plus renforcer et nourrir ce constat, parce qu'en nous proposant de traiter conjointement à la fois les enjeux environnementaux, les enjeux de santé humaine et animale, et puis tous les enjeux de planification et d'aménagement, ça permet de traiter dans une approche de continuum, une approche transdisciplinaire ces sujets, et ça nous offre de nouvelles perspectives aussi et de nouveaux leviers pour envisager la prise en compte de la santé dans les politiques urbaines et d'aménagement.
Ça a des applications très concrètes sur des thématiques, par exemple, comme la prise en compte de la biodiversité et l'aménagement d'espaces de nature, la question de l'offre alimentaire, saine, locale, autosuffisante, et tous les transports de flux de marchandises et de transport que ça induit. Donc, de manière plus large, toutes les questions d'aménagement du territoire, le partage des fonctions des sols. On sait qu'en ce moment, on est dans un contexte de ZAN, on parle beaucoup de densification et étalement. Alors moi, je vous pose une petite question, je n'ai pas la réponse, mais est-ce qu'il est pire d'artificialiser un sol pour urbaniser ou bien de laisser de la terre, mais pour faire de l'agriculture intensive avec des intrants? Voilà, c'est des questions, je pense, qui sont intéressantes aussi à se poser. Il y a des arbitrages à faire sur ces questions. Donc le concept de One Health nous permet de réinterroger ces notions-là. Et puis voilà, en tout cas sur la base de ces constats que j'essaie de balayer très rapidement, du côté des urbanistes, des aménageurs, des architectes, de tous les acteurs de la fabrique de la ville, on réalise qu'on a un rôle à jouer en fait, parce qu'on agit sur l'environnement, sur le cadre de vie, sur l'environnement urbain, et au-delà de simplement l'offre de soins, qui reste un enjeu majeur, c'est pas du tout pour le balayer sous le tapis, mais au-delà de l'offre de soins, on a aussi un impact très fort sur tout un tas de déterminants de la santé par justement l'action sur le cadre de vie, l'environnement des individus. Ça nous demande de nous interroger sur des thématiques comme les formes urbaines, les questions du logement, comment est-ce qu'on aménage et on crée les espaces publics et les espaces communs, comment est-ce qu'on aménage les mobilités en ville, l'accès aux aménités, les espaces verts, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Et l'idée, c'est peut-être de se dire que, en fait, on vient traiter de thématiques que de toute façon, on va traiter. Quand on est aménageur ou urbaniste, ces thématiques-là, on est amené à les traiter dans tous les cas. L'idée, c'est peut-être de se dire que la santé peut être un fil rouge, un outil de mise en cohérence de toutes ces thématiques, puisque, en fait, comme elles participent de toute façon à agir sur des déterminants de santé, on peut prendre cette notion de santé comme un fil rouge. Souvent, l'analogie qu'on utilise pour parler de ces sujets, nous, aux aménageurs, aux urbanistes, c'est la fable de Monsieur Jourdain qui fait en fait de la prose sans le savoir. C'est-à-dire que, et ça a été dit un peu plus tôt d'ailleurs, très souvent en fait on agit déjà directement sur les déterminants de santé sans forcément l'avoir objectivé. Et parfois il suffit simplement de faire ce pas de côté et d'objectiver le fait qu'on est en train de faire de la santé environnementale en fait lorsqu'on est urbaniste ou aménageur. Et c'est justement voilà, dans cette logique que s'est développée la notion d'urbanisme favorable à la santé. Alors d'abord au niveau international, notamment sous l'impulsion de l'OMS au début des années 2000, et puis depuis on va dire une dizaine d'années en France, pour dater ça se développe vraiment, avec des premières expériences pilotes en dehors de l'Île-de-France, mais en Île-de-France, je dirais que ça fait à peu près une dizaine d'années maintenant que ces sujets émergent. Je ne rentrerai pas dans le détail des différentes démarches en urbanisme favorable à la santé, simplement vous mentionnez le fait qu'il y en a au moins deux types. Il y a ce qu'on appelle les évaluations d'impact en santé, qui sont voilà, des études d'impact. Et puis on a des démarches un peu plus larges, un peu plus dures à définir, qu'on appelle études ou démarches d'urbanisme favorable à la santé. Et sous ce qualificatif-là, on a un certain nombre de démarches assez diverses. L'objet de ces démarches et de ces approches en urbanisme favorable à la santé, il est assez simple, c'est d'étudier les effets potentiels d'un projet sur la santé des populations et de proposer des orientations qui pourraient réduire les impacts négatifs et maximiser les impacts positifs. Et elle repose sur au moins deux piliers essentiels à mon sens, ces démarches. Le premier, ça a aussi été dit, je pense, plusieurs fois dans les échanges précédents, c'est l'approche transdisciplinaire. C'est-à-dire qu'il faut mettre autour de la table les professionnels de l'aménagement, de la planification, du médical et du médico-social, de l'environnement, de l'éducation, du sport, enfin voilà, tous les acteurs qui sont impliqués de près ou de loin sur un des déterminants de la santé sont à mettre autour de la table dans ces démarches. Et puis, il y a une autre notion qui est assez importante, c'est la place laissée aux habitants et aux populations, que ce soit dans les processus de concertation, de participation citoyenne, et aussi dans l'attention qu'on va porter aux différents groupes de population, et notamment les populations les plus sensibles, puisque je l'ai dit un peu avant, il y a aussi cet enjeu des inégalités socio-territoriales de santé qui a résorbé en France et en Île-de-France. Pour continuer rapidement à vous balayer un peu l'historique et le développement de ces démarches, au niveau national et régional, il faut bien avoir en tête qu'on est quand même face à une certaine apathie du cadre législatif. C'est-à-dire que contrairement aux démarches environnementales, où on va avoir des évaluations d'impact environnemental qui sont codifiées, réglementaires et qui sont dans le code de l'environnement ou de l'urbanisme, ni le code de l'urbanisme, ni le code de la santé publique, ni le code de l'environnement n'encadrent les démarches d'urbanisme favorables à la santé. C'est-à-dire qu'on n'a pas de cadre réglementaire solide sur lequel s'appuyer. Et on est donc sur des démarches qui reposent sur le volontarisme des porteurs de projets. Et donc, pour faire face à cette apathie, on a plusieurs leviers qui ont été mobilisés. Au niveau institutionnel, bien sûr, on a le plan national santé-environnement qui se traduit au niveau des régions en plan régional santé-environnement. Au niveau de l'Île-de-France, on arrive à terme du plan régional santé-environnement 3. On est dans la phase de capitalisation et le plan régional santé-environnement 4 sera promulgué dans le courant de l'année suivante, avec justement le mot d'ordre One Health qui a été vraiment
mis parmi les grandes ambitions de ce futur plan. Donc voilà, c'est un plan en fait qui est un peu le document cadre des politiques régionales de santé environnementale et qui permet de porter un certain nombre d'actions en associant des partenaires en tant que pilote des actions. Là non plus, comme le temps est très court, je ne pourrais pas rentrer dans le détail, mais simplement attirer votre attention sur 2 actions qui me semblent intéressantes dans ce PRSE 3. Un diagnostic qui a été réalisé sur Aubervilliers, sur la ville d'Aubervilliers, sur les multi-expositions environnementales, avec une cartographie et un diagnostic sur justement le croisement des différents types d'expositions et de nuisances auxquelles sont exposés les habitants d'Aubervilliers. Et puis un appel à manifestation d'intérêt qui, moi, m'intéresse un peu plus, qui a été renouvelé 2 fois, une fois en 2015, une fois en 2019. Donc l'AMI SEAD, SEAD c'est un site qui veut dire Santé, Environnement, Aménagement Durable. Et dans cet appel à manifestation d'intérêt, il y a 17 collectivités franciliennes qui ont été accompagnées dans des démarches d'urbanisme favorable à la santé, que ce soit des études ou des projets urbains ou des projets de planification ou d'aménagement. Sur Paris, en petite couronne, en grande couronne, voilà, avec une diversité d'acteurs et de territoires. Dans le même temps, il y a le monde académique aussi qui travaille activement sur ces questions. Alors, comment ne pas citer le HESP sur toutes ces questions, qui ont produit bon nombre de guides, de référentiels, de méthodologies sur ces sujets-là. Et puis, il y a aussi les collectivités, bien sûr, qui s'emparent de ces thématiques, avec des expérimentations plus ou moins opérationnelles. En Ile-de-France, on a par exemple le territoire de l'EPA-Marne, qui est quand même un territoire voilà, assez novateur et assez avant-gardiste sur toutes ces questions. Je pourrais aussi vous citer l'exemple de la ville de Paris, qui, depuis maintenant quelques temps, porte en régie les évaluations d'impact en santé. Donc, ils ont intégré au sein d'un service santé-environnement toutes ces questions-là pour un peu essayer de systématiser ces démarches, puisque comme je vous le disais un peu avant, on est encore un peu faible au niveau du cadre législatif. Donc voilà, on va dire que le sujet commence à émerger au niveau francilien. Et puis les acteurs essaient de s'en emparer. On a aussi quelques perspectives pour la suite, comme je vous le disais, avec ce futur PRSE 4 qui sera voilà, vraiment un cadre très important pour nous. Et puis la notion de One Health qui a quand même été positionnée dans ce PRSE comme une notion importante. Il y a eu au cours de l'année 2022 d'ailleurs des groupes de travail qui ont été organisés sur cette thématique parmi les futurs contributeurs du PRSE 4. On a aussi, ça aussi je crois que ça a été dit avant, l'enjeu de la sensibilisation de la formation qui est encore très fort pour nous. C'est-à-dire que là on parle d'un sujet qui reste quand même un sujet de niche auprès des acteurs de la fabrique de la vie, on ne va pas se mentir, il y a encore un besoin de sensibiliser, de former, de mettre autour de la table, de faire dialoguer tous ces acteurs. On a donc besoin de vous, les acteurs en santé publique aussi, pour nous éclairer, pour avoir une connaissance plus fine des territoires et pour avoir des choix, des arbitrages au niveau des orientations qu'on va prendre qui seront le plus éclairés possible et qui répondent le mieux aux enjeux de santé sur nos différents territoires. On a voilà, en un mot un besoin de construire une véritable communauté francilienne experte sur les sujets de santé, environnement et d'urbanisme favorable à la santé. Et puis enfin, il y a aussi un dernier mot, c'est cet enjeu de l'échelle, du passage à l'échelle supérieure. Je vous le disais, nous, on est sur des démarches très volontaristes, avec des acteurs volontaristes aussi, mais il va falloir à un moment que ça passe aussi au niveau réglementaire à l'échelle supérieure. Et je pense qu'il y a besoin d'un véritable plaidoyer sur ces enjeux pour qu'on puisse donner un cadre assez solide à toutes les démarches d'urbanisme favorable à la santé. Je m'arrête ici parce que j'ai cru comprendre que le temps était assez court, donc je n'en dirai pas plus. C'est-à-dire qu'on a un temps malheureusement limité, c'est passionnant de vous écouter. Alexandra Fourcade, tu es vice-présidente d'Élus Santé publique et Territoire. Ce serait peut-être bien que tu nous rappelles ce qu'est cette association de très grande qualité. J'en fais partie, donc je peux le dire. Non, c'est vraiment, à mon avis, c'est un pont absolument essentiel justement entre la ville et la santé. Et puis, derrière l'association, j'aimerais savoir comment le concept de One Health peut être diffusé auprès des collectivités locales, auprès des municipalités, auprès d'un certain nombre d'acteurs dont on a parlé, c'est-à-dire les parlementaires, par exemple, qui sont souvent un peu en dehors de toutes ces questions. Merci Olivier, bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier une fois de plus Neil, parce que je pense qu'effectivement, ce concept de One Health méritait au moins une clarification sur des concepts qui sont quelquefois un peu flous, et je pense que je ne regrette pas de m'être connectée dès 8h30 parce que je comprends beaucoup mieux les angles d'approche que vous avez choisis, le numérique, l'urbanisme et l'alimentation, parce que je pense que ça donne une illustration extrêmement concrète de ce concept qui effectivement mérite vraiment d'être porté et d'être porté par les collectivités territoriales. C'est un peu mon sujet. Donc, je vais rapidement expliquer ce que
ce que notre association Élus Santé publique et Territoire représente. Donc, on est un collectif d'élus engagés dans les questions de santé, mais vous allez voir de plus en plus aussi sur les questions de santé-environnement. C'est une association qui a été créée en 2005, donc par Laurent Elgozi, que je ne peux ne pas citer, que beaucoup d'entre vous connaissent, élu de Nanterre. On regroupe des villes, environ une cinquantaine de villes, dont des EPCI, des grosses, des petites, des villes rurales, des villes urbaines, et on représente à peu près 8 millions d'habitants, et avec effectivement ce que j'ai dit, des profils extrêmement différents. Donc, comment cette association intervient sur ces questions santé publique, environnement et santé, et maintenant sur One Health? Je pense que beaucoup l'ont dit avant moi, l'expérience du Covid a changé complètement la vision du rôle des collectivités territoriales en matière de conduite de politique de santé publique, même si Élus Santé publique et Territoire avait sans doute eu une intuition avant tout le monde. Dès 2005, Laurent Elgozi était précurseur de ce rôle des collectivités locales en matière de développement de la santé publique. Je pense que vraiment, on a passé une vitesse nettement supérieure avec l'expérience du Covid. Personne n'a pu passer à côté du fait que sans les collectivités territoriales, je pense qu'effectivement, on aurait eu du mal à mettre en œuvre tout ce qui a été fait concrètement, à la fois pour les politiques de vaccination, pour l'aller vers les populations les plus fragiles. Je ne vais pas revenir là-dessus, je pense que tout le monde en est convaincu. Et ce qui sort de cette expérience du Covid, c'est non seulement la nécessité en fait de l'implication des collectivités territoriales dans les politiques de santé, mais surtout le fait que les échelles territoriales sont les bonnes échelles de mise en œuvre des politiques publiques en matière de santé environnement et en matière demain de One Health, puisque c'est le sujet de cette conférence. Donc je pense que tout le monde s'est rendu compte de ce besoin finalement de concentrer à une échelle qui est extrêmement une échelle de proximité avec là où vivent les citoyens, là où vivent les gens, pour essayer de rendre tous ces concepts, la santé publique c'est un concept aussi, c'est certes des politiques, c'est la réduction des inégalités, mais la mise en œuvre opérationnelle, c'est vraiment au niveau d'une maille territoriale qu'il faut la faire, et la maille des collectivités territoriales en est un très bon exemple. Alors, concrètement, nous, ce qu'on essaye de faire au sein du réseau des élus santé publique et territoire, et on ne le fait évidemment pas tout seul, on s'appuie sur des structures d'expertise. D'abord, on a un rôle d'animation et de sensibilisation, de formation, parce que ça a été dit plus tôt, je ne sais plus par qui, nos politiques ne sont pas des experts, ne sont pas des experts en santé publique, ne sont pas des experts en environnement, ne sont pas des experts en One Health. Ça, je pense qu'il faut en prendre conscience, et c'est pas une critique ni rien, c'est un constat objectif. Et c'est à nous, les organismes qui sont des organismes d'expertise, alors je dis nous parce que je suis médecin de santé publique, donc je me sens assez proche des organismes scientifiques, bien sûr, mais je pense que c'est effectivement une prise de conscience aussi que l'expertise doit être mise à disposition des politiques. C'est ce qui a été fait pendant le Covid, avec la mise en place d'un conseil scientifique, avec un certain nombre d'outils qui ont permis aux politiques de prendre des décisions sur des bases scientifiques rationnelles. Je pense que ça, c'est quand même un changement de paradigme qu'il faut accompagner, et le One Health en est une très belle illustration. Je pense que Pierre Breton l'a très bien dit, le fait qu'il y ait maintenant un engagement politique sur ce sujet du One Health, avec un conseiller en charge auprès de la ministre déléguée au territoire de ce sujet, je pense que c'est aussi une traduction que, voilà, il y a ce besoin d'un portage politique d'un sujet qui relève d'une expertise. Donc le rôle de SPT, c'est de faire de l'animation d'un réseau, d'apporter de l'expertise, de faire des formations sous forme de webinaires, sous forme de journée nationale d'études. Et on avait fait d'ailleurs une journée nationale d'études en 2015, je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient, sur le sujet environnement et santé, qui avait effectivement déjà en 2015 identifié le pouvoir des villes en matière d'environnement. Donc voilà, je suis vraiment dans la continuité de ce qui a été dit avant par le représentant d'Ecopolis. Donc je pense qu'on a ce rôle évidemment de sensibilisation, de formation, d'animation, mais également je pense qu'il y a un rôle de repérage des bonnes pratiques. Comme ça a été dit, beaucoup de choses se font déjà dans les territoires, mais ne sont pas connues, en tout cas ne sont pas lisibles du point de vue de l'impact que ça a sur la santé. Donc, je prends l'exemple, par exemple, de ma ville, Neuilly-sur-Seine. Bon, peu importe, certains voient bien où ça se passe. On a un énorme projet actuellement de requalification de la RN13, qui est un axe routier de
pratiquement 200 000 véhicules qui traversent la ville, un autoroute urbain qui traverse la ville, qui la coupe en deux et qui, évidemment, occasionne à la fois des nuisances, je dirais, de vie quotidienne, mais surtout des nuisances en termes d'impact sur la santé. Et donc, le maire de Neuilly, il y a une dizaine d'années, a pris le dossier à bras-le-corps et effectivement a obtenu progressivement des services de l'État de requalifier cette nationale en boulevard urbain. On est en train d'aménager des trottoirs. Et ce projet, finalement, d'aménagement urbain, au départ, bien évidemment, il a été conçu comme un outil avant tout urbaniste, mais petit à petit, et j'essaie de plaider ma cause au sein du conseil municipal, on l'a évidemment présenté aussi sous un angle d'impact sur la santé de ce projet d'aménagement urbain. Et je ne vois pas aucun maire aujourd'hui responsable d'une commune en milieu notamment métropolitain qui serait pas conscient du fait que tout projet d'aménagement urbain ou tout projet finalement qui porte sur l'environnement en général doit être accompagné d'études en matière d'impact de la santé. Donc c'est vrai que l'interlocuteur précédent a rappelé que ce n'était pas une obligation, mais en tout cas, je ne vois pas comment, en termes de responsabilité politique, on pourrait s'affranchir de donner la démonstration du avant-après, du bénéfice d'un tel projet, parce que d'abord, c'est de l'investissement. Voilà, c'est en 60 millions d'euros pour une ville qui a un budget de 100 millions, 130 millions, ce n'est pas négligeable. Hein, donc voilà. Donc, c'est des choses qui sont vraiment importantes et je pense que les collectivités territoriales aujourd'hui font énormément de choses dans le domaine de l'aménagement urbain, dans le domaine de l'environnement, mais que ça n'est pas encore, je dirais, valorisé en termes de bonnes pratiques sur le plan de l'impact sur la santé. Donc, je termine juste, pour ne pas être trop longue, sur le fait que je partage complètement ce qu'a dit Antoine Tenière tout à l'heure, un peu plus tôt dans la matinée, sur le fait que aujourd'hui, vraiment, on est à la croisée des chemins. On est dans une période où l'argent public est limité. On a une obligation, on a une responsabilité vis-à-vis des concitoyens de donner un retour sur investissement des projets qu'on conduit en tant que collectivité territoriale, quel que soit le domaine, hein, l'environnement bien sûr, l'aménagement urbain, etc., l'alimentation dans les cantines, enfin voilà, tous les sujets qui ont été choisis ce matin. Et donc je pense que le concept de One Health, ça donne justement une opportunité formidable pour essayer de rassembler à une échelle de proximité l'ensemble des projets qui contribuent au bien-être, à la qualité de vie des citoyens. Je pense que plus personne ne peut, en termes de responsabilité, imaginer qu'on pourra continuer à développer effectivement des projets d'aménagement sans qu'on ait cette dimension de l'impact sur la santé et la qualité de vie. C'est une responsabilité collective. Ça demande évidemment des outils. Alors, il y a des outils aujourd'hui qui existent, hein, les contrats locaux de santé, les contrats, il y a les CRTE, là, le contrat de développement de transition écologique. Bon, tout ça, c'est des termes un peu techniques, un peu techno. Je pense qu'il va falloir effectivement travailler aussi sur rendre accessible d'une manière beaucoup plus lisible pour pouvoir communiquer sur ces impacts-là. Je termine juste pour vous donner toute l'importance qu'on peut accorder au niveau des collectivités sur le sujet de la santé-environnement. Je pense que c'est une opportunité pour parler de la santé publique autrement. Je prends l'exemple du rapport développement durable de ma collectivité. En fait, quand on regarde le rapport développement durable qui est présenté en conseil municipal, pas plus tard que ce soir, en fait, on s'aperçoit que ça devient un rapport d'activité de l'ensemble des élus de l'équipe municipale, parce qu'on va parler à la fois de la culture, on va parler de l'éducation, on va parler effectivement de l'aménagement urbain, on va parler de la politique de santé qu'on mène évidemment au sein de la ville, mais finalement ce terme de, aujourd'hui, développement durable, mais peut-être demain, One Health, en termes de vision sur ce qu'on veut faire pour préserver le capital humain, je pense que ça, c'est vraiment un moyen aujourd'hui d'accrocher finalement la prévention, la santé publique, à quelque chose qui est vraiment beaucoup plus communicant par rapport à l'actualité, par rapport aux attentes de nos nouvelles générations qui se préoccupent énormément de la préservation du capital humain. Et je pense qu'en tant qu'élu et membre de l'association Élus Santé Publique et Territoire, on ne peut que plaider pour que ce concept finalement d'One Health soit un peu un concept intégrateur de tout ce qui se fait actuellement, que ce soit dans le champ de l'aménagement urbain,
Bon, le numérique, j'en avais pas la notion aussi précise qu'après la première table ronde, mais je pense que vraiment c'est un outil fondamental du développement du One Health aussi. Et puis l'alimentation, ça c'est quelque chose qu'on savait déjà, et là encore qui peut-être mérite aussi d'être valorisé dans cette approche-là. Voilà ce que je voulais dire et je m'arrête là parce que je sais que le temps est compté. Super. Merci beaucoup Alexandra. C'est tout. Je vais passer la parole à Margot Beller. Vous travaillez à Grenoble. Grenoble, c'est la capitale européenne verte de 2022. Qu'est-ce que vous avez concrètement mis en place au sein de la ville et dans sa politique pour faire justement en sorte de rapprocher ces mondes que sont la santé, l'environnement, l'urbanisme, l'organisation de la vie au sein de la cité? Et bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir et je vais pas mal aller dans le sens de ce qui a déjà été dit, mais avec un exemple assez concret qui est celui de Grenoble. Déjà, je tiens à m'excuser, je suis encore un petit peu malade, donc ça peut s'entendre, voilà. Moi, je suis élue à Grenoble, donc je fais partie de ce corps non expert, mais qui a pour lourde tâche de représenter les citoyens et les citoyennes et du coup d'apporter des nouvelles pratiques dans comment on fabrique la ville et on pense ce dialogue aussi avec tous les citoyens et citoyennes. Je suis adjointe au maire en charge de l'urbanisme. Et donc, nous, à Grenoble, ça fait déjà un petit moment qu'on se pose la question de la prise en compte de la santé dans l'urbanisme. Et ça fait 2 ans, depuis 2020, donc la réélection de notre équipe à Grenoble, qu'on l'a vraiment traduit concrètement dans nos projets urbains. C'est-à-dire qu'avant, on sentait qu'il se passait quelque chose, on l'appréhendait, on le travaillait un peu dans les copiles, dans les sujets de fond, mais on ne l'avait pas forcément traduit en concret sur le terrain. Donc là, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus et je souhaiterais apporter du coup notre expérience sur ce que ça veut dire que décliner une démarche d'urbanisme favorable à la santé dans une ville comme celle de Grenoble. Déjà, Grenoble, c'est un contexte urbain particulier. On a une ville qui est dense, on a un enjeu de réhabilitation fort. On a des enjeux de climat qui sont extrêmement forts. On parle de plus de 40 jours de canicule en 2050 par an. Donc, c'est vraiment du concret. On a un enjeu d'étalement urbain à limiter aussi. Donc, on construit en ville, on fabrique la ville sur la ville. Et on a aussi des fortes inégalités de santé au sein même de notre commune, notamment en termes d'offres de soins et d'accès aux soins. Et on s'est rendu compte que quand on parlait de santé avec les habitants et les habitantes, tout de suite, ça leur parlait et ça parlait à tout le monde. Et ça parlait même presque plus, et je dis ça très humblement parce que moi, je suis à la base militante écologiste, ça parlait presque plus que cette notion de développement durable qui parlait de la nature, des arbres, des animaux, donc c'est important. Mais finalement, la santé, ça parle de soi, ça parle de sa personne, de son foyer, sa famille, les gens qui sont autour de nous. Et du coup, tout de suite, ça engage beaucoup plus. Et ça, on s'est rendu compte très rapidement que ça engageait les habitants plus que voilà, ce que je vous disais quand on parlait de développement durable. Et puis, ça permet aussi de travailler à plusieurs échelles, à l'échelle du logement, à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville. Et ça, c'est aussi très important pour engager les habitants sur quelque chose de concret. Donc, comme je vous l'ai dit, nous, ça fait plusieurs années qu'on réfléchit à travailler sur cette démarche. Donc, on a lancé un pilotage fort de la ville avec des élus qui se sont sensibilisés à la question, des services qui ont travaillé beaucoup la question, et on s'est aussi entouré d'assistants à maîtrise d'ouvrage qui travaillent sur la santé aussi, de structures qui peuvent nous accompagner là-dessus, afin de poser les premières briques de cette démarche-là. Et on a aussi embarqué les citoyens et citoyennes avec nous en faisant, donc on a fait des diagnostics sur notre territoire, on a produit des questionnaires, on a fait des ateliers, de l'aller vers, on allait voir les habitants pour les questionner sur ce que ça voulait dire pour eux un quartier favorable à la santé, ce qui manquait par exemple dans leur quartier. On a choisi 2 sites pilotes sur la ville qui nous permettaient d'avoir une échelle de travail
voilà, qui était efficace et surtout qui nous demandait pas de travailler, parce que des fois on a envie de travailler à l'échelle de toute la ville, mais c'est pas forcément toujours possible dans le travail de fond. Donc on a 2 sites pilotes, l'écoquartier Flaubert, on construit un nouveau quartier à la place d'une friche industrielle. Donc là on construit la ville sur l'ancienne ville qui n'existe plus du coup. Et l'écoquartier de la Presqu'île, avec un petit quartier qui s'appelle Cambridge, pour celles et ceux qui connaissent Grenoble. On a travaillé, mais ça a déjà été dit à partir de la démarche, donc partir du constat que 50% des déterminants de santé sont liés au mode de vie. On a donc travaillé 4 grandes familles de déterminants de santé. La santé environnementale, la santé habitée, les modes de vie et l'offre de soins. Et en fait, à partir de ces 4 grandes familles, on a décliné, on a regardé sur nos projets urbains ce qui répondait à chacune de ces familles-là. Donc après, dans ces familles, il y a des sous-groupes. On parle de qualité de l'air intérieur, extérieur, de fraîcheur, de végétalisation, d'offres de soins, d'accès à du lien social, à la culture, au sport. Donc en fait, on balaye vraiment beaucoup de thématiques différentes, mais avec toujours ce même socle qui est la question de la santé. Et ça, du coup, on le décline à plusieurs échelles. Donc l'échelle du logement, c'est pour ça que je parlais par exemple de qualité de l'air intérieur, l'échelle de l'immeuble, des matériaux qui sont utilisés, du fait d'avoir des espaces où on souhaite par exemple monter les escaliers à pied. Pour monter les escaliers à pied, il ne faut pas que ce soit des cages d'escalier toutes fermées dans lesquelles on n'a pas du tout envie d'aller, mais plutôt des espaces aérés, voire même qu'on ait vues sur l'extérieur. Je vous donne quelques exemples, mais il y en a beaucoup. L'échelle de l'îlot, du quartier, et ensuite, bien sûr, l'échelle de la ville. On a hiérarchisé ces déterminants au vu aussi des contextes particuliers de certains quartiers. On sait que, par exemple, il y a certains quartiers qui sont plus favorables à se déplacer en mobilité douce. Du coup, il n'y avait pas forcément besoin d'aller plus loin que ce qui existait déjà, puisque voilà, le tram arrive au pied du quartier, il y a une grande piste cyclable qui arrive dans le quartier, donc voilà. Mais il y a d'autres quartiers où il y avait ce besoin d'aller plus loin. Et puis, il y a des quartiers qui sont en déficit d'espace vert, d'autres qui le sont moins. Donc, en fait, on a hiérarchisé, et ce travail de hiérarchisation, on l'a fait, et vous l'avez dit au début, et c'était très important, aussi en lien avec les habitants. On a regardé, on a mis en comparaison ce que les habitants pensent de leur quartier et des déterminants de santé de leur quartier au regard de ce que les études et les diagnostics nous ont fourni. On a constaté qu'il y avait des décalages. Les gens ont des perceptions différentes de ce qui existe dans les diagnostics. Donc, l'idée, c'était aussi de rapprocher ces décalages à travers cette démarche. Et puis, donc, je vous l'ai dit, on a décliné tout ça à l'échelle de... Donc, après, c'est un travail urbanistique. On prend des plans et on regarde un petit peu comment chaque déterminant s'intègre dans le projet. Ça nous a amené, très concrètement, à revoir notre projet. En fait, on avait un projet qui était un peu, qui avait été pensé il y a quelques années, puisqu'il fallait l'inscrire dans le PLUI, le plan masse, par exemple. On a revu ce plan masse au vu de ce travail qu'on a fait sur la santé. Ça nous a permis aussi de revoir certaines priorités dans les projets. On a des projets, par exemple, où on s'est rendu compte que par rapport à l'époque où il avait été pensé, il nécessitait aujourd'hui plus d'espace vert qu'à l'époque. Alors, pour plein de raisons, parce que la ville se transforme, parce qu'il y a des choses qui évoluent. Mais par exemple, si je peux vous donner un exemple concret, parce que je ne pourrais pas rentrer dans le détail de tout au vu du temps, mais on a revu l'orientation des bâtiments pour favoriser la circulation de l'air au sein du quartier. Donc ça, ce genre de choses, c'est pensé comme ça. Ça, on peut le faire parce qu'on travaille sur des quartiers sur lesquels on a la maîtrise foncière. Donc, en fait, c'est des écoquartiers, c'est des zones d'aménagement concertées. On a une maîtrise, donc on construit des plans et après, les gens qui vont intervenir dessus, comme les promoteurs, par exemple, qui vont venir s'installer, s'inscrivent dans le plan qu'on fait. Nous, et je terminerai là-dessus, là où il y a encore une étape à franchir aujourd'hui, c'est de pouvoir élargir ce concept d'urbanisme favorable à la santé à l'échelle de toute la ville. Et pour ça, ce qu'on a fait et ce qu'on est en cours de travail, c'est on travaille une charte habitat favorable à la santé.
sur laquelle on a essayé d'embarquer un maximum d'acteurs, dont les acteurs de l'immobilier et de la promotion immobilière, parce que c'est quand même eux qui, à la fin, construisent les logements, et du coup, c'est avec eux aussi qu'on doit faire ce travail-là. On a aussi embarqué des acteurs de la santé pour construire cette charte. Et l'idée, c'est qu'ensuite, ça nous donne un document cadre qui permet de cadrer tous les projets qui ne sont pas et qui ne s'inscrivent pas dans ces quartiers en renouvellement, du coup, pour décliner vraiment cette dimension de la santé à l'échelle de la ville. On espère pouvoir faire signer cette charte par un maximum d'acteurs à la Biennale des villes en transition qui se tiendra au mois de juin 2023 à Grenoble. Et j'en terminerai là-dessus, puisque cette démarche d'urbanisme favorable à la santé, elle fait aussi partie de toutes ces choses qui font Grenoble aujourd'hui en 2022 et capitale verte européenne. Et on se retrouve, on retrouve là une des pierres parmi d'autres qui nous ont permis d'avoir ce titre-là et qui s'inscrivent vraiment dans nos politiques. On cherche à aller toujours plus loin que là où on nous attend sur les questions de santé, mais aussi sur les questions de climat et d'inégalité sociale. Et c'est aussi ça qui fait vraiment notre force aujourd'hui, et qui fait qu'on peut intervenir sur des champs très variés, mais avec des impacts très concrets. Et ça marche puisque on arrive à embarquer beaucoup de monde avec nous. Et en plus de ça, on a ce titre Capitale verte européenne, dont on est très fiers, bien entendu. Voilà, je terminerai là-dessus pour ne pas être trop longue, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Margot, pour cet éclairage, cette vision concrète des choses de ce que vous avez fait. Ça rejoint les projets dont Alexandra nous faisait part sur la RN13, par exemple. C'est vrai que cette conception de la cité comme étant un lieu de santé, d'une certaine manière, peut changer énormément de choses. Alors, au sein de la cité, Emeline, il y a généralement le premier employeur, enfin c'est du moins une image qu'on envoie à chaque fois. Le premier employeur de la commune, c'est l'hôpital. Donc, il y a les établissements, il y a les structures de soins, il y a des maisons de santé pluriprofessionnelles, il y a beaucoup de choses qui font des infrastructures au sein de la cité. Des pharmacies, tout ça, ça génère bien entendu une activité, une prise en charge, mais ça génère aussi un certain nombre de nuisances, on en a parlé, des déchets, des choses comme ça. Qu'est-ce qui est mis en place à l'heure actuelle et comment l'ANAP, qui est donc l'Agence nationale d'appui à la performance, celle qui cherche à optimiser les stratégies des établissements en particulier, comment l'ANAP s'inscrit là-dedans pour apporter une aide efficace aux différents acteurs? Peut-être juste en précision, indiquer que l'ANAP relève du ministère de la Santé. On est une agence d'expertise et de conseil public qui travaillons notamment sur le champ du développement durable, et c'est justement cette remontée en force de cet enjeu très très fort, développement durable, RSE, on l'appelle un peu comme on veut. Nous, on considère qu'on est au triptyque des enjeux environnementaux, sociétaux, économiques, également de démarche et même de philosophie qui accompagne la démarche. Là, pour le coup, on a une attente très, très forte des établissements sanitaires et médico-sociaux, qui sont les établissements pour lesquels nous travaillons, qui visent du coup à être plus outillés sur cette question-là, qui émerge de manière très, très forte depuis plusieurs années, avec une phase d'accélération. Alexandra l'a dit, moi, je me retrouve beaucoup dans ses propos sur la partie Covid, qui a du coup été un accélérateur de prise de conscience extrêmement fort, et encore une acutisation en ce moment même avec la crise énergétique que nous vivons tous et qui impacte également le secteur de la santé et le secteur médico-social. Nous, ce qu'on préconise auprès des établissements qui nous sollicitent, d'abord, c'est que finalement, avant de travailler à la réduction de son empreinte environnementale, c'est de se dire d'abord, il faut faire un bilan carbone. Il faut faire un T0 de sa situation. Alors pour ceux qui ne connaissent peut-être pas cet outil, c'est une forme de cartographie, une photographie à un instant T de sa situation d'émissions de gaz à effet de serre, pour le dire un peu plus simplement, en des termes entendables. Voilà, c'est se dire, voilà, mon établissement, dans son écosystème, avec ses parties prenantes, de quelle manière il impacte sur son environnement de manière globale, et quel est son positionnement en termes de gaz à effet de serre.
Peut-être juste pour repositionner aussi les choses, le Shift a évalué du coup que l'impact carbone du secteur de la santé représentait 8% des émissions nationales. À l'échelle mondiale, on est un peu en dessous de 5%. Voilà, ce qui du coup aussi permet de positionner la France par rapport à cette moyenne. Et on se dit que si du coup le secteur de la santé était un pays, il serait le 5e pays producteur de carbone au monde. Voilà, ça permet quand même de positionner le côté prédateur, entre guillemets, de ce que représente le secteur de la santé, assez paradoxalement par ailleurs, sur son écosystème, avec les effluents, avec voilà, la consommation d'eau, les entrants, la consommation, voilà, enfin, tous les éléments inhérents à son activité et à la réponse à sa raison d'être, qui est de prendre en charge des patients et de faire en sorte qu'ils soient mieux quand ils en sortent que quand ils sont rentrés. Donc voilà, mon premier conseil, c'est faites votre bilan carbone. Ça permet voilà, de faire ce format de T0 et à partir de là, de se dire quelles mesures je mets en place et puis surtout de se mesurer parce que l'important, c'est pas seulement de se dire comment est-ce qu'on progresse pour limiter l'impact sur son environnement, c'est de dire sur comment est-ce que je m'évalue et est-ce que du coup les mesures que je mets en œuvre sont-elles favorables à une réduction de l'impact environnemental qui est le mien à un instant T. Donc, on a de multiples interfaces hôpital, EHPAD sur son environnement. Donc, les actions sont très, très nombreuses. Je pense que je pourrais vous occuper la journée entière sur tous ces sujets-là, mais je vais peut-être me limiter à 2 sujets peut-être et peut-être en question-réponse, on pourra en développer d'autres. Très rapidement, les mobilités. C'est vraiment un sujet qui remonte très, très fort. Il y a des sujets de verdissement de flotte automobile. On a des entrants à des voies de circulation, à la fois les circulations des personnels qui viennent à l'hôpital, mais également les patients qui circulent et qui n'ont pas forcément, dans le contexte de l'aménagement urbain, la possibilité d'avoir recours à un véhicule qui n'est pas un véhicule individuel. Donc, il y a un sujet de verdissement de ces flux-là. Avoir en tête que du coup, le transport, c'est 16% des émissions carbone du secteur de la santé. Donc, c'est quand même une part significative de cet impact-là. On a une réglementation alors, qui s'applique au secteur de la santé, mais pas que, mais en tout cas sur le secteur de la santé qui est importante. Et les lois mobilité s'appliquent également à ce secteur-là. Donc, la loi orientation et mobilité de 2019 s'applique également aux hôpitaux et donc rend obligatoire lors de renouvellement d'un véhicule, l'achat d'une part minimale de véhicules à faible émission ou de très faible émission. Prochaine cible également au 1er janvier 2025, les vignettes critères 3, 4, 5 seront prohibés. Donc tous ces véhicules-là n'auront plus l'autorisation de circuler. Donc nous, on accompagne l'ANAP, les établissements sur la prise de connaissance des obligations réglementaires parce que le panel réglementaire et législatif sur la question est tellement vaste que parfois on applique. Il est vrai que nul n'est censé ignorer la loi, mais parfois on le fait à notre corps défendant parce que du coup la complexité du corpus ou la non-existence parfois de décrets d'application rend compliqué la compréhension de l'écosystème législatif et réglementaire qui s'applique à nous. Donc on les accompagne là-dessus, on les accompagne sur les coûts induits, sur comment du coup faire leur retour sur investissement par rapport à ces questions-là. Quelles sont les aides disponibles puisqu'il y en a au niveau régional, au niveau local, avec l'ADEME également, qui n'est pas forcément un interlocuteur que les établissements pensent à solliciter, et puis au niveau européen, il existe, donc finalement, il y a plein d'actions positives, mais on ne sait pas forcément toujours les capter. Et puis, quelle stratégie on peut mettre en place pour verdir sa flotte. Donc voilà, nous, on a sorti des outils et des guides très récemment sur ces questions-là. Deuxième sujet, l'immobilier. Je ne peux pas ne pas en parler compte tenu du thème de la table ronde. On a un sujet d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, donc qui est un sujet d'autant plus prégnant compte tenu de la crise énergétique qu'on affronte aujourd'hui, qui a vocation à perdurer encore quelques temps. Il faut savoir que du coup, les établissements sont intégrés dans la stratégie de décret tertiaire, donc c'est-à-dire que les établissements sanitaires se voient appliquer ces obligations de décroître leur consommation énergétique à partir d'une année de référence qu'ils ont jusqu'à encore quelques semaines pour la choisir. Et une fois qu'ils l'ont choisi, ils s'engagent à décroître leur consommation énergétique pour plusieurs années de manière très, très drastique. Donc, c'est un énorme travail pour les établissements. C'est en plus un sujet un peu complexe. C'est pas forcément simple de voir du coup c'est quoi ma consommation, comment elle se gère. On n'a pas forcément d'évidence ou même d'état des lieux complet. Donc, encore une fois, nous, on les accompagne pour du coup faire un état des lieux de la situation et choisir leur année de référence avec pertinence. Donc, voilà, nous, on les aide là-dessus à mesurer leur consommation, évaluer leurs usages, identifier les levées d'action, comment est-ce qu'ils peuvent se financer également sur leur transition énergétique.
Et puis, on a aussi contribué à un référentiel qui a été réalisé par le Conseil scientifique des investissements en santé, qui a été mis en ligne par le ministère de la Santé récemment, qui vise à guider les établissements dans les bonnes pratiques, les bonnes questions à se poser quand on s'engage dans une reconstruction neuve. On aura des obligations, là encore réglementaires, avec la RE 2020, qui est du coup une norme qui va, enfin en tout cas un référentiel pour le dire autrement, qui s'applique aux constructions neuves en termes d'ambition, de non-consommation énergétique et presque de tendre vers un maximum de passivité. Comme le disait Margot, une forme de positionnement par rapport au circuit d'air, faire en sorte que le bâtiment soit finalement en harmonie aussi avec son implantation physique et géographique. Donc voilà pour les leviers, mobilité et immobilier qui sont les deux leviers importants que les établissements peuvent, dans le secteur de la santé, mobiliser pour réduire considérablement leur empreinte carbone. Donc nous, on les aide pour essayer de faire en sorte qu'ils appréhendent ce sujet non pas comme une contrainte réglementaire, mais comme une opportunité de structurer la démarche, de travailler de l'attractivité, de la fidélisation des personnels, finalement d'avoir vraiment une approche globale et de le repositionner non pas comme une contrainte, mais comme un levier de différenciation et presque de compétitivité aussi dans un secteur qu'il est, il faut le rappeler. Alors, on pourrait aussi parler des déchets, des achats, du numérique. Voilà, la liste n'est pas sans fin, n'est pas loin. Peut-être juste pour conclure sur votre question, pardon Olivier, peut-être juste préciser que l'hôpital il n'est pas tout seul dans son coin et les leviers qu'il peut mettre sur ces questions-là, il ne peut pas agir en vase clos. On est vraiment sur un système homéostatique, donc les interactions qu'on a les uns avec les autres ont des impacts. Quand on travaille dans un établissement sanitaire et médico-social, c'était mon cas avant que je ne rejoigne la NAP, on est pleinement intégré dans un écosystème territorial, on est en constante interaction avec nos parties prenantes, avec nos élus, avec nos partenaires. Il y en a certains avec lesquels on peut du coup construire des choses parce que on est finalement sur un territoire d'action commune, mais c'est parfois pas le cas. Quand on parle nous de parties prenantes côté sanitaire, on intègre également du coup les laboratoires sur lesquels on n'a pas la main en termes de processus de fabrication, mais qui pour certains d'entre eux, pour des procédés de brevets ou autres, sont tout contraints d'amener ou de produire des produits de très très loin et d'avoir finalement un impact carbone sur nous, parce qu'en fait, nous commandons ce produit-là pour soigner un patient, donc il y a une utilité à le faire et on est dans notre vocation quand on le fait, mais pour autant, le processus constructif du laboratoire, lui, n'est pas vertueux, parce que du coup, il fait intervenir de multiples pays, génère énormément de carbone dans la construction elle-même du produit. Donc voilà, pour dire du coup un peu que certes nous on fait beaucoup de choses, mais nous on préconise quand même de ne pas rester tout seul dans son coin et d'être bien intégré dans son écosystème et ses parties prenantes sur le territoire. Écoutez, merci beaucoup parce que ça permet de découvrir tout un pan de l'activité de la NAP que moi, qui ai la prétention de connaître un petit peu le domaine de la santé, je ne soupçonnais même pas. C'est-à-dire que la richesse du nombre d'interactions et de recommandations que vous venez de nous décrire est quelque chose que je ne soupçonnais pas. Est-ce que Gérard Huet, qui est le président de l'Association francophone des architectes pour la santé, je le dis peut-être dans un ordre qui n'est pas le bon, mais est-ce que Gérard a conscience de tout ça? Oui, parfaitement. D'abord, bonjour à tous. Le débat est absolument passionnant. C'est vrai que la première partie des échanges échappe largement à ma compétence, mais en même temps est extrêmement révélatrice des sujets auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. En quelques mots, qu'est-ce que c'est que l'UAFS? C'est l'association d'une centaine de personnes, 120 personnes exactement, dont dans ces 120, 90 architectes francophones, hein, donc bien sûr français, belges, suisses et un peu québécois depuis cette année, même si les modèles de santé ne sont pas tout à fait transposables tout de même, et ils nous éclairent sur des formes d'exercice différents. Mais pas que des architectes, cette association, parce qu'au fond, ce qu'elle cherche à faire et à privilégier, c'est la transversalité de nos regards, de manière à ce que dans notre quotidienneté d'architecte, on essaie de faire mieux que ce qu'on a fait la veille. Et rien de mieux que l'interdisciplinarité, rien de mieux, mais aussi le plus difficile. Parce que notre organisation sociétale est extrêmement silotée et avec chacun sa forme de pouvoir et qui n'est pas prête à l'échange.
c'est très compliqué et les révélations, les propos qu'on a entendus précédemment me confortent dans cette idée, qu'on a vraiment à faire un effort colossal de manière à pouvoir discuter collectivement des choses parce que les solutions sont toujours complexes à mettre en œuvre. Donc, au fond, cette association, j'ai l'honneur de la représenter et garder à l'idée qu'au fond, ce qui nous lie là-dedans, c'est malgré que nous soyons tous dans un jeu concurrentiel, ce qu'on privilégie, c'est le partage et l'échange. Voilà, et nous faisons collectivement le constat que l'hôpital souffre énormément, mais il n'y a pas que l'hôpital qui souffre, c'est l'ensemble du système de santé, et donc dans ce sens-là, je pense que nous avons vraiment la nécessité de conjuguer nos efforts. Alors, je suis architecte, hein, donc je n'échapperai pas à l'idée, et vous n'échapperez pas non plus à l'idée que je fasse un peu de rappel, et vous dire qu'au fond, gardons en mémoire que c'est la maladie qui a dessiné l'architecture en santé. Et toute l'histoire le montre, hein. Les nécessiteux avec les institutions charitables, l'hospice, l'Hôtel-Dieu à travers les pandémies, peste, choléra, l'hôpital pavillonnaire à travers la tuberculose et les théories de l'aérisme, et puis les maladies mentales avec les asiles et les lazarets, l'hôpital que nous connaissons un peu plus aujourd'hui à partir du 19e, qui est attaché à la connaissance médicale, et enfin peut-être l'hôpital de demain qui sera celui de l'hôpital de jour, qui sera aussi peut-être le chez-soi, puisqu'au fond, la prégnance des maladies chroniques et le télescopage avec le numérique laissent penser à ce type d'évolution. Aujourd'hui, on parle de supprimer, enfin du moins de réduire fortement le champ de l'hospitalisation au sein de l'hôpital au profit d'hôtels hospitaliers. Enfin, vous voyez bien toutes ces réflexions qui sont en cours. Donc, pour vous dire que la qualité architecturale en fait est le premier soin que l'on donne à nos patients, comme à la totalité de la communauté médicale. Et faisons le constat aussi que l'architecture en santé évolue d'une manière incroyable tous les jours à un rythme effréné. Et que la technologie, les connaissances, la technologie ont modifié les typologies. Donc, regardons un peu historiquement le pavillonnaire avec toutes les théories de l'aérisme, hein, qui vont avec. L'approche du microbien, tout le temps du microbien, qui ont modifié, qui nous a fait passer du pavillonnaire au monobloc, hein, et donc ça, c'est pas rien, parce que l'hôpital s'est profondément modifié, et si on revient aux propos sur la ville, ben, l'hôpital, il s'est densifié, il occupe moins d'espace, moins de terrain, moins consommateur, impermalise beaucoup moins les sols. Enfin, il y a beaucoup de réflexions là-dessus. Et puis, l'hôpital de demain, celui du temps du numérique, ben, je nous laisse collectivement le soin de le penser, de le réfléchir. Nous n'avons pas de réponse très précise quant à ce sujet, mais enfin, n'empêche qu'on voit très bien que ça va modifier considérablement les choses. Donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Ben, notamment à travers la crise du Covid, c'est notre vulnérabilité auquel on ne s'était plus du tout habitué. On avait perdu cette dimension, dont le retour des pandémies, et qui suscite, me semble-t-il, une autre pensée du soin. La formidable prégnance des maladies chroniques, cancer, diabète, asthme, tout ce qui s'ensuit, qui modifie le rapport qu'on a avec les établissements de soins, et puis effectivement l'avènement du numérique, avec l'accumulation des dates. Et je ne parle pas de la dimension quantique des ordinateurs qui vont accélérer la puissance et la convergence des datas, en particulier au travers de la médecine, et voir quand même, semble-t-il, l'avènement d'une médecine prédictive. Bon, et donc vous voyez bien que tout cela interroge complètement les typologies et la prise en charge des patients. Et ce que nous pouvons constater, ce que nous constatons en l'EFS, c'est que la notion de prise en charge du patient, elle est extrêmement en discussion.
parce qu'aujourd'hui, on a vu un hôpital se déshumaniser au sens où le manque de personnel est flagrant et qu'au fond, on se dit que ce qu'il se dessine, c'est qu'effectivement, le souhait de tous les patients est de rester le plus longtemps traité chez soi et que la dimension numérique, semble-t-il, est à même de pouvoir partiellement répondre à cette question. Voilà, mais toutefois l'hôpital dans ce qu'il a d'irréductible perdurera, hein. Donc ne serait-ce que pour l'interventionnel, la partie ambulatoire, et qu'il privilégiera toujours le problème du confort du patient comme celui de la communauté médicale. Alors, l'hôpital, ce sera toujours des problèmes de l'hygiène, la pertinence des flux, la pertinence des proximités des pathologies, les notions de confort qui sont à la fois destinées aux patients, la lumière naturelle, les vues extérieures, le rapport à la nature, les colorimétries, tous ces sujets que l'on rencontre aujourd'hui, et puis des événements nouvelles tels que vous venez de le dire, madame, et les problèmes d'économie liés aux problèmes énergétiques exacerbés par les problèmes énergétiques. Et enfin, comme on l'a évoqué dans la table ronde précédente, la notion de communication, d'échange de données, des data, de manière à ce que l'ensemble de ce système se mobilise pour le confort des patients. Donc moi, je voudrais dire, comme on le dit à l'UAFS, que cet hôpital doit donner au moins une architecture, soit une architecture du soin et beaucoup moins une architecture de l'institution telle qu'on le vit aujourd'hui. Je pense que c'est un véritable enjeu. Et vous m'avez posé la question sur les problèmes de connexion de l'expertise entre les différents acteurs de la santé. Bon, un petit rappel du cadre réglementaire public. Hein. Nous sommes soumis à la loi sur... Hein, pardon? Mais un petit, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Bon, le caractère public, les lois sur l'architecture de 1977, la loi MOB 1985, qui gère complètement la dévolution des commandes. Hein. Donc, il y a 3 modes principaux, le mode MOP, le mode conception-réalisation et le PPP. Bon, chacun avait leur qualité et leurs défauts. Pour le privé, ce n'est pas du tout le sujet. Le privé, il y a la liberté des acteurs de travailler avec qui il veut dans le temps qui est le sien. Dans les faits, nous, architectes, de quoi souffrons-nous lorsqu'on est à traiter un hôpital? On est extrêmement en difficulté parce qu'au fond, on a très peu de dialogue avec les utilisateurs. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui nous touche, parce qu'au fond, nos réponses ne sont pas toujours les plus adaptées. Pourquoi? Ça, c'est le fait de la commande. Hein, puisque au fond, il y a un triptyque qui régit le problème de l'hôpital, c'est le projet d'établissement, le projet médical qui aboutit à un programme fonctionnel, et ce programme fonctionnel qui valide l'investissement de l'État et qui ouvre la compétition, qui ouvre le recours à la maîtrise d'œuvre. Donc quand vous avez ce chemin, le maître d'œuvre il est désigné quand le projet il est quasiment ficelé, et le temps du dialogue avec les vrais utilisateurs, nous ne l'avons pas ou très peu à la marge. Donc ça, je pense que nous avons globalement à produire une réflexion là-dessus et à faire évoluer le cadre réglementaire. Et alors, je le dis d'autant plus aisément que dans l'UFS, nous avons des cousins belges qui sont soumis aux mêmes contraintes que nous et qui travaillent dans un registre différent parce qu'ils sont sélectionnés beaucoup plus en amont, sans un programme complètement abouti, et qu'ils se trouvent dans des conditions de dialogue plus aisées avec les futurs utilisateurs. Donc, je pense que c'est ça nos réflexions. Et enfin, pour revenir aux propos que vous avez tenus sur les problèmes du rapport de l'hôpital à la ville, comme pour la maladie a dessiné l'hôpital, et elle a aussi largement participé à l'édification de la cité. Vous l'avez cité, madame ou monsieur, Haussmann, Poubelle. Donc on voit bien que tout ça a largement influé sur la ville et sur son tracé. Puis les problèmes qui relèvent de l'épidémiologie, la peste et le choléra, la notion de l'éloignement, des confinements, loin du cœur de la cité, à la limite de l'autre côté du fleuve. Voilà la situation de l'hôpital, même si aujourd'hui, avec la démographie, les choses sont inversées. Et puis la notion de l'hygiène, de la salubrité, qui ont généré les problèmes infrastructurels.
hein, à savoir la distribution de l'eau potable, à savoir l'évacuation des effluents, les égouts, la notion de revenir de la nature au cœur de la ville, les parcs, les problèmes énergétiques, les transports, et encore maintenant le problème du numérique qui est un formidable vecteur de véhiculer les sujets. Et d'ailleurs, ce problème de la salubrité, que je vous l'avais évoqué, Vitruve, dès le 1er siècle, en parlait, hein, en disant que prévenir, c'était guérir. Vous voyez que donc, 2 siècles après, on se trouve toujours dans ces mêmes conversations. Donc l'architecture moderne et contemporaine... Et maintenant, on a un ministère de la Santé et de la Prévention. Voilà, donc vous voyez bien qu'on est dans une continuité historique. Donc l'architecture moderne, dans le prolongement de cette approche, hein, de cette recherche de salubrité, a produit en quelque sorte comment pourrais-je dire, une architecture prophylactique. Hein. On a fait des murs lisses, on a des grandes terrasses insolées, nous avons décollé les bâtiments du sol par le jeu des pilotis, nous avons recherché les problèmes de l'éclairement, de l'orientation, la notion de la ventilation, tout ceci a fait partie du sujet. Alors aujourd'hui, nous assistons au fond dans le problème de la ville, me semble-t-il, à 2 attitudes. Une vision patrimoniale, conservatrice, qui, comme vous l'avez dit, madame, hein, valorise les problèmes de l'inventaire, que ce soit de la biodiversité dans toute sa dimension, et aussi, en parallèle, une autre vision de la ville, beaucoup plus métaboliste, dirais-je, qui est celle du vivant. Donc, le problème des flux, le problème des matières, le problème des énergies. Et avec comme... Gérard, je vais vous arrêter parce qu'il nous reste 10 minutes. J'ai fini. Avec comme révélation, c'est l'homme qui produit le changement sur Terre, qui dépasse les forces géophysiques, hein, donc la notion de l'anthropocène telle que l'a révélé Bruno Latour, me semble-t-il que c'est des sujets qu'il faut que nous prenions en compte. Bon, cette réalité nous incombe. Et, me semble-t-il, elle induit aussi un autre regard différent, qui met de côté le projet modernisateur et qui s'attache, tel que vous l'avez dit, Madame Belair, au problème de la biodiversité urbaine, au problème de la cohabitation des espèces, à l'économie circulaire et que sais-je. Voilà, donc entre patrimonialisation et ode du vivant, je crois que nous avons à nous attacher à décider une ville, un récit d'abord, à construire un récit collectif et à projeter une ville durable qui soit surtout en empathie avec sa population. Voilà. Merci beaucoup. Merci Gérard, c'était tout à fait passionnant. On a une question de Christian Hugonnet. Christian, ça me fait très plaisir de te passer la parole parce que tu es responsable de la Semaine du son. Et s'il y a bien quelque chose qui, à l'heure actuelle, dans une ville, est une pollution qu'on redécouvre, il suffit simplement d'habiter là où j'habite, de convois pénitentiaires et autres qui passent sous mes fenêtres. J'espère que, d'ailleurs, vous n'en souffrez pas trop, mais je ne peux pas couper mon micro tout le temps. Toi, en tant que spécialiste du son, comment les interventions de nos intervenants, justement, par rapport à la... Est-ce qu'il y a des choses à faire sur le bruit? Est-ce qu'il y a des choses à faire sur... Alors, de manière très courte, parce que ce que je voudrais, c'est ensuite pouvoir passer la parole à Muriel pour qu'elle nous débriefe sur la table ronde. Merci Olivier. Très rapidement, moi j'adore ce type de débat parce que ça permet d'avoir une transversalité qui nous va bien. Et je remercie aussi les interventions de personnes comme Mme Fourcade ou Belair qui sont extrêmement pertinentes dans cette mise en place de cette conscientisation de notre environnement tellement important. Mais c'est pour cela que je voulais simplement dire 2 mots sur ce dont on ne parle pas souvent. Nous sommes tous rétiniens, nous regardons le monde un peu trop souvent et nous oublions tout simplement que le monde s'écoute d'abord pour mieux se voir. Et ce linceul sonore qu'on a quelquefois sur les villes pose un vrai problème. C'est ce qu'on appelle le bruit pour les pauvres et peut-être le silence pour les riches. En quoi précisément notre environnement sonore doit être pris en considération de manière certaine? Et enfin, se rappeler quand même que, et l'ADEME l'a d'ailleurs précisé il n'y a pas très longtemps, savoir que
le sonore, effectivement, et le bruit en particulier, a des implications sur la pression artérielle, sur le sommeil, sur la violence également, sur le stress, et que précisément derrière cela, eh bien, cela engendre des problèmes de perte d'audition et de perte d'autonomie. Donc on sait à quel point on est en train de démontrer de manière extrêmement forte en quoi le sonore modifie notre comportement et il faut le rappeler. Donc dans cet esprit-là, je voulais simplement dire qu'il nous faudrait en amont penser des lieux qui soient adaptés quand on pense à une place publique, par exemple. Peut-être qu'il faudrait, je suis heureux d'avoir M. Huet en face de moi pour lui en parler, bien sûr qu'il nous faut penser sonore quand on pense à une place publique, parce que c'est un endroit tout simplement où on va discuter. Or, beaucoup de places publiques sont dans le bruit, et mettre en place des bancs sur une place publique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt si précisément les gens ne peuvent pas discuter, ne peuvent pas se parler, dans un monde où d'ailleurs les gens ne se parlent plus. L'aurez-vous remarqué? On se parle en décalé, on dépose du verbe sur son smartphone et on répond quand on veut, si on veut. On est dans une situation… Christian, il faudrait peut-être que tu coupes. Voilà, c'est tout simplement ce que je ça hache ta communication. je ne peux pas faire mieux, là, je suis désolé. Non, mais juste en coupant la caméra. Et je la coupe alors peut-être. En coupant la caméra, ça suffit. Oui, peut-être, voilà. Donc, je voulais simplement dire que nous sommes dans un monde où les gens ne se parlent plus directement et le bruit y participe évidemment au-delà de la technologie qui fait qu'aujourd'hui, je disais tout à l'heure qu'on dépose maintenant des messages sur son smartphone et qu'on y répond quand on veut et si on veut. Donc, on est un petit peu en décalé et la relation à l'autre devient quelque part un petit peu indirecte, si je puis dire. Donc, pour toutes ces raisons-là, je crois que le sonore a son rôle à jouer, extrêmement important dans toute la dimension urbaine dont on est en train d'évoquer, et pas rien que sur le plan santé, mais aussi sur le plan comportemental et sociétal, évidemment. Voilà. J'espère que vous avez entendu le fait que la pression artérielle n'était pas loin, effectivement, des problèmes de nuisance sonore et que le stress aussi et l'endormissement des gens étaient aussi souvent cités comme un problème essentiel dans nos villes. Voilà. Et c'est pour cela que, et je parlais aussi des places publiques, bon, je ne vais pas reprendre ce que je viens de dire, mais ton intervention était tout à fait… Pensons l'avenir, effectivement, avec un minimum du sonore. Peut-être, pensons tout simplement que le sonore doit être un déclencheur du visuel et que nos architectes, moi qui donne des cours dans les écoles d'architecture également, notamment sur Lyon, et je suis toujours effaré de m'apercevoir que ces gens ne pensent pas par le son, ils pensent par l'image en permanence. Ils devraient penser, quand on commence à penser par le sonore, on a l'image derrière. Le son est un créateur d'images. Le podcast nous le démontre tous les jours. Donc, quand on a le son, quand on a la conscientisation du sonore, eh bien, on a à ce moment-là des réalisations intelligentes en termes d'urbanisme en particulier, installation effectivement des lieux forts, des lieux de bruit et des lieux de silence. Et je parlais tout à l'heure du bruit pour les pauvres et du silence pour les riches. Regardez la cartographie sonore de Paris et si vous faites le prix du mètre carré par rapport effectivement à la cartographie de Paris, vous allez avoir en fait une relation totalement directe. Donc attention à cela, attention au fait que le bruit et l'environnement sonore ne deviennent pas en fait un élément de ségrégation, que ce soit sociale ou sanitaire. Merci de votre attention. En tout cas, c'était des points essentiels. Merci beaucoup pour cette intervention, Christian. Je vais repasser la parole à Muriel pour qu'elle nous débriefe sur cette table ronde. Bon courage, Muriel. Oui, ben merci beaucoup. Alors, débriefer, je vais faire au mieux. Hein. En fait, moi, ce qui m'a marqué… Pardon, vous m'entendez? Très bien. Ok. Donc, moi, ce qui m'a marqué, d'une, c'est la richesse de tous ces témoignages, de tout ce qui est fait. Et du coup, moi, je me dis que vraiment, le niveau collectivité territoriale ou territoire, c'est vraiment le niveau, finalement… un niveau qui permet justement ces approches One Health et de les mettre en place concrètement. Donc, je trouve que c'est très positif et j'ai beaucoup apprécié tous ces témoignages et tout ce qui est fait. J'avais d'autres exemples que je connais, par exemple, où il y a même des projets participatifs, des projets scientifiques participatifs qui sont mis en place. Je pense notamment
à la ville de Montpellier où il y a un projet de végétalisation et ils travaillent en lien avec des scientifiques pour justement étudier l'impact de la végétalisation sur alors qui a un impact positif sur plein de choses, mais qui peut aussi avoir un impact négatif, notamment sur la prolifération des moustiques. Donc, ils essayent de trouver un compromis entre végétaliser la ville et ne pas faire en sorte que les moustiques prolifèrent et causent d'autres problèmes. Donc, tout ça, je trouve que c'est vraiment voilà, c'est le niveau, je trouve, idéal pour mettre en place ces approches. Et donc, elles sont vraies pour les villes, mais elles sont vraies aussi, je pense, pour les territoires plutôt ruraux. Et là aussi, on a des exemples, et je pense que ça aussi, c'est important. Et puis il y a un mot qui n'a pas été prononcé, mais je trouve que peut-être qu'on peut l'associer à santé, c'est bien-être. C'est se soucier de la santé des citoyens, certes, ou de l'environnement, de notre écosystème, mais il y a le bien-être aussi qui est important là, avec ce dernier témoignage sur le son. C'est vrai qu'on est voilà, tous les facteurs de stress, etc., peuvent à très long terme, ou plus ou moins long terme, provoquer des maladies, mais sur le temps présent, voilà, ça a des effets sur le bien-être des personnes, des animaux aussi d'ailleurs, et qui peut avoir des répercussions sur la santé. Donc je pense que cette notion de bien-être est à prendre aussi en compte dans tout ça. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire de cette table ronde. Et puis vraiment merci à tout le monde parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant et très riche. Eh bien, merci beaucoup Muriel pour ce débriefing sur notre table ronde. Je pense que oui, on peut vraiment remercier nos intervenants. C'était tout à fait passionnant.